Bonsoir à tout le monde. Voilà, j'espère que tout le monde m'entend. Voilà, j'ai fait un petit test tout à l'heure. Il y avait un point qui était pas OK. Donc là maintenant, je pense que c'est bon. Donc vous allez me dire si tout est OK de votre côté, si vous m'entendez bien, si la voix est correcte et s'il n'y a pas d'écho. Donc j'attends que les premières personnes s'inscrivent. Voilà, déjà deux personnes. Donc on est quelques minutes en avance. On avait prévu 19 heures, il est 18h58. Voilà, déjà 8 personnes. Donc si les personnes qui sont connectées peuvent faire un petit coucou et puis me dire si tout est OK, si la voix s'entend correctement, comme ça. Bonsoir à tous. Donc nous allons, voilà, donc les premières personnes qui interviennent. Alors, voilà. Très bien, donc vous nous entendez. Alors, je suis obligé de jongler entre les différents écrans pour voir un peu ce que vous me dites. Alors attendez, je vais mettre ça là, ça sera plus pratique pour moi. Voilà. Donc ce soir, on va avoir la chance d'avoir le professeur Cyril Cohen, donc qui va être en direct avec nous d'Israël. Donc il m'a dit qu'il serait disponible vers 19 heures, donc il va pas trop tarder. Et j'attends qu'il y ait un petit peu plus de monde pour commencer à vous expliquer quel sera le programme. Voilà. Alors, bon, c'est un petit peu plus compliqué maintenant pour avoir vos noms quand je passe les messages parce que Facebook a changé et je les vois sur la page Facebook, mais j'arrive pas à les voir sur mon logiciel et je peux pas les afficher à l'écran. Voilà. Donc, par contre, je vois. Alors, le professeur Cyril Cohen arrive. Oui, bonsoir Cyril. Alors, on va mettre tout ça là. Je sais pas si Cyril m'entend. Est-ce que tu m'entends, Cyril? Oui, mais alors moi, je n'arrive pas à te voir. Alors, attends. Euh, voilà, c'est bon. Est-ce que tu peux parler? Oui, bonsoir, bonsoir, tu Voilà, m'entends? très bien, super. Bon, bah écoute, merci beaucoup en tout cas d'être là ce Voilà, soir. Je sais que c'est la veille de fête, puisque c'est le exact. nouvel an pour tous les juifs en Israël et partout dans le monde. Et donc, c'est une fête importante. Et je Bien sais que tu es sûr, très occupé. bien En sûr. plus, en ce moment, on te voit beaucoup hein, sur toutes les chaînes du monde entier. Ce matin, j'ai vu sur BFM et puis j'ai même vu que tu parlais en Corée. Donc, Exact. Demain matin aussi encore, ouais. demain matin. Donc maintenant, en plus, si tu t'y mets avec les fuseaux horaires, tu vas plus dormir. Hein. Non, c'est ça, ouais, c'est quelquefois un peu difficile quand on fait le Canada et la Corée le même jour. C'est un peu problématique. Mais ça va, on tient le coup. Et puis c'est toujours, moi je le vois de manière que je crois que en Israël, on a beaucoup de données, beaucoup je sais pas si dire savoir-faire, mais d'expérience avec les vaccins. Et je crois qu'il faut aider de par le monde. Hein, il faut essayer d'aider. C'est notre mission ici d'aider les gens à comprendre plus ou moins comment ça se passe en Israël et à quoi s'attendre surtout. Effectivement, donc écoute, en tout cas, je te remercie parce que c'est vrai que depuis un moment, on se retrouve de temps en temps sur ce groupe qui est un des premiers groupes qui a été créé, qui est fidèle depuis le début de l'épidémie. Et on essaye d'apporter une vision un petit peu différente
des médias avec en tout cas un certain apaisement. Donc ce soir, je suis ravi de te retrouver. Alors, notre ami Gilles Besnénou était de mariage ce soir, donc il n'a pas pu faire de live, et donc je suis ravi voilà, de vous retrouver. Alors, ce soir, on va commencer dans 2 minutes, juste pour vous dire quel va être le programme, et bien sûr, vous pourrez le retrouver en replay. Donc, avec Cyril, qui va rester peut-être une vingtaine de minutes avec nous, ou en tout cas le temps pour lequel il sera disponible, on va essayer rapidement de voir la situation en Israël, quand même en 2 mots, de savoir où on en est. Et en particulier, on va parler de la 3e dose, de son intérêt, des résultats, est-ce qu'il y a des éléments également de tolérance. On va parler rapidement de la vaccination des enfants, puisque là, c'est la rentrée des classes en Israël et en France. Et puis, un petit mot également sur l'immunité collective, vers quoi on va, est-ce qu'elle est encore envisageable, et quel rôle peut avoir la vaccination dans les prochains mois. Et enfin, on va dire quelques mots sur les 2 nouveaux médicaments qui sont actuellement en phase de développement avancé, qui proviennent d'Israël, l'Exo CD24 et puis le Mésencure, sur lequel tu as été intervenu sur des chaînes de télévision. Voilà. Et une fois que Cyril nous aura quittés, ou s'il a envie de rester, moi j'aimerais un peu plus discuter avec vous de tout ce qui concerne l'information et les fake news, parce qu'en ce moment, on est beaucoup attaqué par un petit nombre de personnes, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. Il y a des gens qui ne sont pas forcément contre le vaccin, mais qui ont très peur. Et puis il y a d'autres personnes qui carrément diffusent des informations qui sont fausses. Et c'est vrai que c'est assez difficile. Donc moi j'aimerais bien vous donner des infos pour comprendre, essayer que vous compreniez pourquoi c'est pas si simple d'interpréter des données. Et puis vous donner peut-être quelques conseils pour savoir sur quelle base on peut avoir des informations justes, et qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une information juste. Voilà, et à qui on peut faire confiance. Voilà. Alors, Michel, je suis entièrement d'accord avec toi. Je vais essayer de rester un peu plus si je peux, parce que le sujet que tu évoques est très important. Toi et moi, hein, on est assez actifs sur les médias sociaux pour essayer de combattre, sur les réseaux sociaux pour combattre un peu cette désinformation. Je me suis mis à faire même quelques vidéos sur YouTube, parce qu'il m'est arrivé d'être, par exemple, dans les médias français et d'entendre des choses, excusez-moi, mais des choses débiles, des comparaisons débiles, par exemple entre la Jordanie et Israël, ou donner une fausse image des chiffres et dire qu'il y a tel et tel pourcentage de malades graves et ne pas prendre en compte les proportions, etc. Je me suis retrouvé à faire des cours de maths, vraiment, je crois que j'ai pas d'autres mots, des cours de maths de niveau primaire, sur les antennes des médias pour essayer parce que les gens, on tombe très facilement dans le panneau. Donc bon, je vais essayer de rester un peu avec toi, mais je tenais à te dire, je vois aussi toutes les réponses que tu mets, et c'est fantastique le travail que tu fais, et surtout le travail que vous faites ici avec ce live et cette communauté qui, pour moi, je pense, est très très important. On a besoin de voix solides, robustes, auxquelles on peut faire confiance, et c'est pour ça que moi je vous tire mon chapeau, quoi, sincèrement. Bah, écoute, merci. On essaye d'avancer. Alors apparemment, je sais pas, on me dit qu'il y a des coupures. Des coupures. Chez qui? Alors non, pas avec toi. Apparemment, il y aurait des coupures. Alors. Donc là, on est revenu. Alors, je dois dire que je ne sais pas, pourtant ça marchait bien. Si nous avons des coupures, ce que nous allons faire, c'est que nous allons enregistrer de toute façon cette émission. On me dit que ça va, pas chez moi, donc bon, on va continuer. S'il y a des coupures, de toute façon, on pourra le remettre en replay. Voilà. Alors, bon. Ok. Allez, on y va. Bon, tout va bien, ça marche, donc bon, on va continuer. Alors, vaccination en Israël, professeur Cyril Cohen. Donc je rappelle quand même, peut-être je vais remettre quand même ton titre pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Donc tu es immunologiste et donc chef de service de l'université Bar-Ilan et membre du conseil consultatif sur les essais cliniques des vaccins contre le Covid. Donc tu as des fonctions quand même officielles dans les décisions qui sont prises, et tu as des informations, on va dire, de première main. Donc
déjà, quelle est la situation en Israël? Où on en est de cette vague? Donc écoute, je vais résumer ça de la manière la plus simple. Israël avait gagné une bataille, évidemment pas la guerre. Ça aussi, c'est une chose, tu sais, qu'on revoit un peu chez malheureusement dans les mouvements des gens qui sont contre la vaccination et qui disent ah, regardez, Israël a vacciné et pourtant regardez ce qui arrive. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui en Israël? Ce qui arrive, c'est la chose très simple. Israël avait vacciné vite et bien, c'est-à-dire que fin mars, on est arrivé à 53% de double vaccinés, chose qu'il n'y avait aucun pays qui était arrivé. Et de là, on a commencé à voir à partir de cette période une baisse constante de tous les cas. C'est-à-dire que c'était fantastique. C'était pratiquement magique parce que même si on ouvrait nos commerces, même si on déconfinait, même si les écoles reprenaient, tout ça continuait à baisser. C'est-à-dire qu'on voyait vraiment l'épidémie se résorber. Et ça a continué donc je dirais, dès le mois de mars, avril, le premier jour où on n'a eu aucun mort depuis presque un an en Israël dû à la Covid-19, mais les unités Corona qui ont pratiquement toutes fermé, juin, un nombre de cas qui étaient aux alentours de 4 cas, 5 cas quotidiens. C'est-à-dire des trucs qui sont, je pense, pour beaucoup de pays, des choses qui n'ont pas été connues depuis le début de la pandémie pratiquement. Et donc on a tout éliminé, les ports du masque à l'extérieur évidemment, le port du masque à l'intérieur, le pass et tout, et c'était la bonne chose, je le dis sincèrement, parce qu'on nous dit peut-être que vous avez fait une erreur, etc. On ne pouvait pas savoir, on était tous heureux, et on a le droit d'être optimiste après un an et demi de lutte. Et ce qui est arrivé, en fait, c'est deux choses qui se sont combinées. Petit 1, c'est l'arrivée du variant Delta. Le variant Delta qui a fait son entrée malheureusement par deux écoles. Et dans ces deux écoles, en fait, ce qui s'est passé, c'est que des enfants qui devaient être en isolement après être rentrés de l'étranger, parce qu'on a repris aussi tous les voyages à l'étranger, etc., chose qu'en Israël, on avait été beaucoup plus strict que d'autres pays. Ces enfants ont été à l'école, ont contaminé leur classe et c'est parti. Et de l'autre côté, la chose dont on s'est rendu compte, et j'avoue sincèrement qu'on était un peu hésitant à la base, parce qu'on ne savait pas exactement si c'était un variant Delta qui est plus fort ou justement une immunité qui baissait, que l'immunité baissait. Et après nos enquêtes, justement, parce qu'on a commencé à entendre ce que vous entendez en France, justement, je suis passé, comme tu l'as mentionné sur BFM, les doubles vaccinés qui commencent à être contaminés. Et ça, c'est ce qu'on a commencé à voir fin juin, début juillet. Et là se posent des questions. Alors, le vaccin ne marche pas. Et il faut comprendre que le vaccin essentiellement protège des formes graves, et ça, il a continué à le faire. Mais malheureusement, il y a eu ce qu'on appelle des breakthrough infections, c'est-à-dire que des infections qui sont passées, et de plus en plus. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que le nombre de cas augmentait, le vaccin ne protégeait beaucoup moins des infections. On a les pourcentages pour ceux qui ont été vaccinés par exemple au mois de janvier sont 3 fois plus touchés par une infection que ceux qui ont été vaccinés au mois d'avril. Donc ça nous a mis la puce à l'oreille. La deuxième chose, c'est comment on a commencé à vacciner aussi les enfants au mois de juin. Les enfants, les 12-16 ans, 12-15 ans, on s'est rendu compte qu'eux, ils étaient super résistants. Et donc, on en a déduit, dans plusieurs réunions officielles, que le vaccin perdait son efficacité en ce qui concernait les infections, moins en ce qui concernait les formes graves. Là, on a eu plusieurs réunions d'urgence, dans plusieurs forums, et on a décidé de donner cette troisième dose. Une fois de plus, il y a eu plusieurs forums qui ont décidé de ça. On a décidé d'avoir des groupes parallèles, justement un peu, je ne vais pas rentrer dans les détails, le gouvernement, etc., mais on a eu différents groupes d'experts à qui on nous a demandé de juger cette question de manière un peu indépendante pour chaque groupe en fait a donné ses conclusions, on est tous arrivés plus ou moins à la même conclusion. La troisième dose était nécessaire. Maintenant, sur quelle chose on s'est basé plus ou moins? On s'est basé sur le fait que les immunodéprimés en Israël, on leur a donné une troisième dose. Il y avait aussi des études qui ont été faites en France, bien avant nous d'ailleurs, qui ont montré l'efficacité d'une troisième dose et dans d'autres pays. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a eu une étude qui a été faite en Israël qui montrait un rôle déterminant
aux anticorps, au niveau d'anticorps contre la Covid-19. Il y a plusieurs, je dirais, composants immunitaires qui participent à l'éradication d'un virus. D'un côté, on a les anticorps, de l'autre côté, on a ce qu'on appelle les cellules T. Alors moi, je suis un spécialiste des cellules T, bien que dans ma jeunesse, j'ai aussi développé des vaccins. Mais mon laboratoire se focalise essentiellement sur les cellules T. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait un phénomène assez intéressant qui se passait aussi chez les malades graves, surtout les personnes âgées. C'est que, et chose qui arrivait moins chez les jeunes, c'est que le taux d'anticorps baisse pour tout le monde. Et en fait, la barrière qu'il y a après, ce sont les cellules T. Et ces cellules T, pour qu'elles rentrent en marche, ces cellules mémoire, il leur faut un peu de temps, il leur faut apparemment un peu plus de temps chez les personnes âgées. C'est un peu la chose dont on s'est un peu rendu compte. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Et donc, dès le moment où les anticorps ont baissé, on est en fait beaucoup plus vulnérable en ce qui concerne une infection, mais moins vulnérable avec une forme grave si la mémoire immunitaire se met en marche. Et donc, cette mémoire immunitaire se met en marche peut-être un peu plus lentement chez les personnes âgées. Ça aussi, on connaît la sénescence de l'immunité chez les personnes âgées. Et ça a expliqué pourquoi on a vu aussi des cas graves, maintenant, de plus de 60 ans, essentiellement dans les hôpitaux, qui étaient vaccinés. En fait, si on regarde aujourd'hui l'état des lieux, pour répondre à ta question, j'ai aussi un peu parlé de la 3e dose, mais pour répondre à l'état des lieux, c'est qu'on a un taux fort de contamination, à peu près 11 000 cas quotidiens. Il faut dire que ces chiffres vont baisser, ça on vous le dit, on le sait, parce que la semaine qui vient d'arriver, on a fait énormément de tests parce qu'il y avait la rentrée des classes. Et ça aussi, on a mis en place des protocoles assez spéciaux. Et la deuxième chose, c'est que les patients en état grave, c'est monté jusqu'à 750 il y a une semaine, à peu près une semaine et demie. Et depuis, on est plus ou moins stable, ça redescend. Là, on est à 650, 670, ça fait déjà une semaine, on est très heureux. Bien qu'une fois de plus, on n'est pas heureux qu'il y ait un nombre aussi grand de malades graves, mais ça s'est stabilisé. J'espère que ça va continuer. Donc, les choses qu'on se rend compte aujourd'hui, factuellement, à l'hôpital. Essentiellement, évidemment, les malades graves. Vous m'entendez? Parce qu'à chaque fois, j'entends des petits... Oui, il y a des petits grésillements, mais je ne sais pas à quoi c'est dû. Mais enfin, en tout cas, moi, je sais que j'entends très bien. Mais voilà. Donc, en fait, les choses que l'on sait aujourd'hui, c'est que si on regarde les populations à l'hôpital, si on a plus... Les plus de 60 ans sont, en général, ça commence à changer ça aussi, mais les plus de 60 ans sont majoritaires dans les états graves, c'est évident, plus de 60 ans, comorbidité, etc., etc. Mais on a aujourd'hui 17 fois plus de chances, plus ou moins entre 15 et 20 fois plus de chances de faire une forme grave si on n'est pas vacciné quand on a plus de 60 ans. Là, tu parles en Israël, parce que c'est vrai que il y a eu beaucoup d'informations justement sur le fait que c'était une catastrophe parce que les gens vaccinés étaient hospitalisés, mais je crois que c'est très important de le répéter. Oui, non, ça, il faut le dire, et puis il faut aussi expliquer l'histoire des proportions. Ça aussi, je peux l'expliquer comme je l'ai expliqué à mon ami Pascal Pro en direct avec un petit calcul. Je pourrais refaire le même calcul ici. Si on a le temps, tu me dis, Michel. Non, écoute, je pense que ça, moi j'ai envie de te poser pas mal de questions justement qu'on ne pose pas sur les plateaux. Mais je pense qu'effectivement, on remettra une vidéo, mais en 2 mots, c'est vrai que quand on fait un calcul, il n'y a pas photo et il faut que les gens revoient tes vidéos, mais là, qu'ils nous fassent confiance sur ce qui est dit. Et c'est vrai que le vaccin, comme tu le dis, le protège et continue à protéger des hospitalisations et des cas graves. Et la deuxième catégorie, même s'ils sont moindres en chiffres, ça c'est évident, mais même s'ils sont moindres en chiffres, ce sont les moins de 60 ans, on a des 30 ans, des 40 ans, des 50 ans, des femmes enceintes par exemple. Aujourd'hui, j'étais à la télévision ce matin en Israël et on a interviewé une chef de service gynécologie dans un des hôpitaux dans le Nord qui expliquait qu'elle a 2 femmes enceintes, une de 33 ans, une de 35 ans, les 2 en état grave, les 2 non vaccinés, les 2, ou du moins une, ils ont dû faire une césarienne et ils ont sauvé le bébé, mais la maman est encore en réanimation, ils ne savent pas s'ils vont réussir à la sauver. Donc ça, ce sont des choses que l'on voit malheureusement. Le nombre, une fois de plus, j'ai aucun conflit d'intérêt, ça je le dis, etc. Mais on voit tout le temps, malheureusement,
des gens qui disent oh, j'aurais dû faire le vaccin, etc. Et bon, et ce sont en général des gens qui sont plus jeunes. Donc voilà, c'est la situation aujourd'hui en Israël. Ce que l'on espère, c'est qu'il y a une stabilisation, que ça va continuer. Les points d'interrogation, c'est évidemment l'effet de cette troisième dose. Israël, on a déjà 2,5 millions, plus de 2,5 millions qui ont déjà reçu cette troisième dose. On a un pays de 9 millions. C'est énorme. En tout et pour tout, on a 6 millions de vaccinés monodose, 5,5 double dose à peu près. Et 2,5 avec 3 doses. On a une stabilisation des cas graves. Le R0, le taux de reproduction du virus, redescend, et ça, on est heureux. Il est aux alentours de 0,5 aujourd'hui. Donc ça aussi, c'est une bonne chose. Ça veut dire que ça commence à se tasser. On espère que ça va aller comme ça en continuant. Et voilà, quoi. Bon, il faut dire qu'on a des décès. On a des décès. Il y a aussi des gens vaccinés, malheureusement, qui décèdent, mais c'est essentiellement quand ce sont des décès, ce sont essentiellement des gens qui ont aussi des comorbidités. Le vaccin n'a jamais protégé à 100%, ça on le sait. Et voilà. Et vu qu'il y a une grosse proportion de vaccinés en Israël, donc évidemment, il y aura aussi des décès. Ce matin sur BFM, j'ai vu que le professeur Rapp a dit une chose et tu n'as pas répondu. Il a dit qu'en France, aujourd'hui, il y avait plus de vaccinés qu'en Israël. C'est possible. C'est possible. Si je regarde la proportion de doublement dosé, c'est possible. Je suis très heureux pour vous. Bon. Et je crois qu'une des choses aussi qui, en France, mitige un peu ce qui est en train d'arriver, c'est le fait que vous avez été vacciné plus tard. Et la deuxième chose aussi qu'on a découvert, c'est que le délai entre les deux vaccins, il est peut-être mieux de faire, entre guillemets, si on peut se le permettre, plus que 3 semaines, parce qu'en Israël, avec nous, on a marché selon les protocoles. Évidemment, même si on devait le refaire, on ferait ces 3 semaines parce que on était en période de crise pour sauver des vies, etc. Mais apparemment, dans plusieurs pays comme en Angleterre, on a découvert que l'intervalle est plus apparemment de 8 semaines, il est bénéfique. Mais une fois de plus, je veux pas. Il faut comprendre que quand on n'a qu'une dose, quand on est monodosé, on prend des risques. Oui, alors après, c'est vrai qu'en France, le problème qu'il y a eu ces derniers temps, c'est que les gens voulaient vite avoir les 2 doses pour pouvoir avoir leur passe vaccinale et que du coup, on a réduit au minimum les distances entre les deux vaccins. Donc ouais, bien sûr. Là, aujourd'hui, maintenant, c'est compliqué. Alors, il y a Cadeau Pro qui me pose une question, c'est un bruit qui court. Est-ce que c'est vrai que la 4e dose est déjà en commande en Israël? Et est-ce que c'est la même? Non, ils ont. Ouais, bon, ils ont ça aussi. Je viens de recevoir des demandes de toutes sortes de médias, la quatrième. La chose qui a été dit en gros par le directeur général de la santé, le professeur Nachman H, c'est que il faudra à un moment ou à un autre envisager une 4e dose. Comme on avait dit à l'époque, eh ben, il faudra penser à une 3e dose. C'est tout. Je crois que les gens stressent beaucoup. Je crois qu'il faut arrêter de parler de ces doses, etc. On ne sait pas exactement quel va être le schéma vaccinal. Ce que l'on sait plus ou moins, c'est que c'est un virus respiratoire qui mute, c'est un virus ARN qui mute. Et on voit les variants, on voit le variant MU, on voit le variant AY3 Delta+, on voit le variant C1.2 sud-africain. Ce sont des variants qu'on guette, ce sont des variants qui nous inquiètent. On a vu les déclarations de Pfizer qui ont dit qu'en 95 jours, ils seraient capables d'avoir une mise à jour des vaccins s'il y aura besoin. Donc, nous, on part du principe qu'on risque d'avoir, je ne sais pas, mais il est très possible qu'on ait un scénario comme celui de la grippe, où on doit vacciner chaque année parce que soit le vaccin ne tient pas une année, soit le vaccin incorpore des souches qui sont les souches que l'on rencontre dans l'année, l'année de l'épidémie, etc. Donc c'est une possibilité. Je crois qu'il ne faut pas tout prendre à ce niveau-là à la lettre. Quand le directeur général de la santé dit il faut penser à une 4e dose, il faut penser à une 4e dose. Israël a toujours été pionnier. On a commandé nos doses déjà en 2022. On a avancé cash l'argent parce que, je veux dire, on veut pas prendre de risques. On sait très bien ce qui pourrait arriver si on n'avait pas de vaccin, etc., etc. Donc voilà, c'est comme ça que je le prends. Hein. Je veux dire, pas plus que ça pour l'instant. Alors, moi, j'aimerais te poser une question. Je l'ai rarement vu poser sur les plateaux de télé. C'est la sérologie. Est-ce que la sérologie, c'est-à-dire que là, on parle de la baisse des anticorps. Alors, j'ai 2 questions. D'abord, est-ce que ça a un intérêt de doser les anticorps
pour voir si son immunité a baissé, si on a besoin d'une troisième dose. Et deuxièmement, aujourd'hui, j'ai pas le sentiment qu'on sait quel est le niveau de protection, c'est-à-dire à partir de quand il faut avoir une troisième dose. Donc, est-ce que ça a un Alors, intérêt et est-ce que ouais. on a un peu plus d'infos là-dessus? Ben, écoute, je vais répondre d'abord à la seconde question, ou je ne vais même pas répondre, je vais dire tu as raison, on ne sait pas. On ne sait pas quel est le taux d'anticorps qui accorde une protection. Petit 1, les anticorps ne sont pas la seule, comme on vient de le dire, ne sont pas la seule chose qui nous protège. Donc, et on ne mesure pas les cellules T, par exemple, ou les cellules mémoire. Alors, qu'est-ce que tu fais chez quelqu'un qui a beaucoup d'anticorps, mais qui n'a pas beaucoup de cellules mémoire? Est-ce que ça veut dire qu'il est protégé ou vice-versa? On ne sait pas le faire aujourd'hui en Israël. Il y a des recherches. On va pas, je veux dire, c'est en cours, ça je peux le dire. Donc on ne sait pas, comment traduire un taux d'anticorps. C'est pour ça que les gens me demandent. J'ai eu 900 d'anticorps. Il faut dire aussi qu'il y a différentes échelles, différentes unités arbitraires, etc. Je vais juste dire un truc, hein, je veux dire, comme par exemple les gens me demandent la vaccination des 12-15 ans, je dis chacun fait ce qu'il veut, sincèrement, je ne rentre pas dans ces détails. Moi, mes enfants, j'ai décidé de les faire vacciner, je donne mon exemple personnel. La troisième dose, moi, je l'ai faite, je me la suis même faite, ça aussi, ça on l'a vu. Et en ce qui concerne la sérologie, eh ben moi, j'ai pas fait de sérologie. J'avoue sincèrement, j'ai pas fait de sérologie parce que je sais pas, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais Si on ne pas sait pas traduire ce. l'interpréter, ça ne sert pas à grand-chose du coup. Ben voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en Israël, on essaye de comprendre plus ou moins le lien. Et on a un travail, voilà, on a un travail qui prouve que lorsqu'on a comparé deux groupes de vaccinés, le groupe qui avait 3 fois plus d'anticorps, il y avait deux groupes, ils les ont séparés en groupe A et groupe B. Le groupe B avait 3 fois plus d'anticorps que le groupe A. Et ce qu'ils ont vu, ça c'est vrai, c'est que le groupe avec le plus d'anticorps était plus protégé, il y avait moins d'infections là-bas. Mais une fois de plus, c'était juste sur 22, en tout et pour tout, 22 infections ou quoi que ce soit, c'est un chiffre qui est assez petit. On pense qu'il y a un rapport entre les anticorps et l'infection, mais savoir où je mets cette limite, on ne sait pas le faire, du moins en Israël. Et je veux dire, on n'est pas le seul, hein, il y a plein de pays qui travaillent, peut-être qu'il y aura d'ici sous peu des indications, mais une fois de plus, c'est pas, on n'a pas, j'ai pas de solution. C'est pour ça, lorsque quelqu'un vient et me dit, je veux faire une sérologie, etc., je dis, tu peux faire une sérologie. Si tu es négatif, bon, ben, ça veut dire que vraiment, il faut que tu penses à la troisième dose ou au rappel. Chacun fait ce qu'il veut, évidemment, une fois de plus. Je ne dis à personne quoi faire. Mais si tu es positif, je ne sais pas quoi te dire. Si tu as, une fois de plus, ces différentes échelles, si tu as 15, 900 ou 3000, je ne suis incapable de te dire. Voilà. Si il faut faire la troisième Ouais. dose ou pas. Alors, il y a deux questions, on va quand même les prendre, parce qu'elles sont, il y en a une que j'ai failli te poser, et puis quelqu'un la pose, donc Vas-y, vas-y. c'est la notion du virus, enfin pardon, de la vaccination qui pourrait engendrer les mutations. Alors, on a déjà beaucoup parlé de ça, mais je pense que c'est bien de le redire. Ouais. Donc, écoute, la question des mutations, les variants sont apparus avant les vaccins, quoi qu'il en soit. D'accord? Ça, c'est pas même ce qu'on considère la souche originelle est déjà un variant, le D614G. Je ne sais pas si tu connais toutes les mutations, mais ça on l'a vu apparaître pratiquement au mois de mai 2020 ou avril 2020. Et de là sont parties les souches différentes, etc. Il y avait la souche italienne, européenne, la souche chinoise après aux États-Unis. Je veux dire, on sait qu'il y a eu 2 souches, c'était même avant, je crois. Donc les variants, quand on parle d'un virus ARN, les variants se développent, quoi qu'il en soit, les mutations se développeront sans les vaccins. La question, c'est de savoir est-ce que le vaccin influence l'apparition d'un variant ou pas. Alors il y a deux possibilités. En évolution, lorsqu'on met une pression sur quelque chose, c'est toujours celui qui arrive à s'échapper de cette pression qui après va se multiplier. Donc on peut considérer les vaccins comme une pression évolutive, une pression d'évolution qui pourrait pousser le développement des variants, mais ça, une fois de plus, on ne pense pas que c'est le cas, parce que l'impression que l'on a aujourd'hui, c'est que, je dirais, les variants se développent surtout dans des pays où il y a une explosion de contamination. On voit que les vaccins limitent quand même les contaminations, ça on l'a vécu en Israël. L'autre chose, évidemment,
que quand on regarde l'évolution, il est possible que certains variants échappent au système immunitaire, mais en général, et donc se développent, mais en général, ces variants, on les verra aussi bien se développer chez des gens qui ont été immunisés naturellement par un vieux variant ou des gens qui ont été immunisés par le vaccin. Donc, vu que les antigènes à la base, les antigènes spike sont les mêmes, donc on ne pense pas que le vaccin soit une force principale dans le développement des variants pour les raisons que j'ai données. Est-ce qu'il peut peut-être jouer un jeu, aider? C'est possible. On va prendre le cas des antibiotiques. On sait très bien que s'il y a beaucoup d'antibiotiques ou s'il y a trop d'antibiotiques, etc., on peut, c'est un événement, une fois de plus, d'évolution stochastique, on peut causer l'apparition de bactéries, la sélection de bactéries qui sont résistantes. Mais, je te pose la question en tant que médecin, tu sauras répondre beaucoup mieux que moi. Si aujourd'hui tu es un malade qui vient avec une infection, tu lui donneras un antibiotique. Tu ne vas pas penser est-ce que je vais lui donner un antibiotique ou pas parce qu'il va peut-être développer un machin et tout, une résistance ou quoi que ce soit. Tu donnes cet antibiotique et si ça ne marche pas, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes un autre antibiotique, etc., etc. Tu vas commencer avec de l'amoxicilline et puis après tu vas donner de la céphalosporine 3e génération et puis du Cipro, etc., etc. C'est notre seul moyen. Allô? Oui, oui, non, on t'entend très bien. Ouais, c'est notre seul moyen de combat. Donc, pareil pour les vaccins. Ce que l'on pense, ça serait, je veux dire, si les vaccins, je veux dire, à un moment, les virus, chose très différente, les virus deviennent résistants aux vaccins qu'on a, on devra avoir un vaccin adapté. Et la troisième chose qui est plus plausible, c'est pour ça que les vaccins jouent un rôle très important pour empêcher l'apparition des variants. La chose qui se dessine, une des théories qui se dessine, c'est les infections chroniques. C'est-à-dire que dans une infection classique, on n'est pas sûr que va se développer rapidement un variant. C'est-à-dire que sur une dizaine de jours, ou 5 jours, 6 jours, avec vaccin ou sans vaccin, je ne rentre pas dans les détails, quelqu'un de normal arrive en général à stopper l'apparition de ces variants parce qu'il tuera en fait le virus avant qu'il arrive à se développer et à changer, etc. En général. Hein. Mais on connaît aussi des cas chroniques où le virus reste, par exemple, des gens qui ont un système immunitaire plus faible. Donc ça serait justement une chose qui prouverait que si tu as une bonne immunité ou un bon vaccin, une bonne réponse au vaccin, ça ne va pas t'arriver. Mais si tu as, par exemple, un système immunitaire qui est un peu plus défaillant, donc une infection chronique qui, au lieu de durer 7 jours à 10 jours, elle va durer, par exemple, 1 mois, et on a des cas documentés comme ça, 1 mois et demi, PCR positif, etc., etc. La personne n'arrive pas à s'en débarrasser. On pense que là, parce que les forces sont plus ou moins égales, on pense que là, il y a des chances qu'il va se développer un variant. Alors ça, c'est une fois de plus, il y avait un excellent article dans le journal Science, que je pense que tu connais, qui justement parlait de ces théories, qui prônait en fait cette théorie de plusieurs personnes qui, leur job, c'est l'évolution des virus, qui justement prônaient que ce serait apparemment la chose. La quatrième possibilité, on n'y est pas encore, mais on la connaît de la grippe, c'est le réservoir animal. Et là, on n'a plus de contrôle à ce niveau-là. C'est-à-dire que l'épidémie repasse chez l'animal, là se développent des variants et ils reviennent chez l'homme. Ouais. Sachant qu'on ne sait pas quel réservoir animaux, quel animal pourrait le donner. On ne sait pas encore. On sait que les animaux peuvent infecter, mais l'histoire du ping-pong, on ne sait pas si elle existe, à quel point ça va exister. Je rappelle qu'on connaît ça de la grippe aussi, avec la grippe aviaire, la grippe porcine, etc. Et c'est pour ça que la grippe est assez problématique. Alors, on va juste quand même parler rapidement de la troisième dose. J'ai encore quelques minutes. Oui, la troisième dose. Donc là, aujourd'hui en Israël, ouais. Donc elle est très large. On pose des questions sur quel intérêt, qui doit faire la troisième dose? Est-ce que ça doit être généralisé? Quelle est votre position en Israël? Bon, écoute, en Israël, je vais dire ça comme ça. 60 ans, on a commencé avec les immunodéprimés. Le 30 juillet, on est passé aux 60 ans et plus. On a vu que ça marchait. Un, qu'il y avait des anticorps, ça remontait. C'est pas ça remontait, ça dépassait ce qu'il y a eu à deuxième dose. Et deux,
efficacité, protection, pas trop d'effets secondaires. On est passé à 50 ans et plus, on est passé à 40 ans et plus. C'est il y a à peu près 2 semaines. 2 semaines et demie, c'est à ce moment-là que je l'ai fait, et je l'ai fait il y a 10 jours, et juste après on est passé aux 30 ans et plus, et là on l'a ouverte à tout le monde. Maintenant, une fois de plus, le facteur décisif au niveau de la troisième dose, c'est essentiellement le temps entre la seconde dose et la troisième dose qui doit être, on l'a fixé à 5 mois. Maintenant, on a, une fois de plus, il y a des gens qui hésitent, il y a des gens qui attendent, il y a des gens qui veulent voir. S'ils sont jeunes, je pense sincèrement qu'ils ne doivent pas s'inquiéter, même s'ils attendent encore quelques jours, etc., etc. Moi, j'ai de tout à la maison. J'ai mon fils qui a 20 ans qui a dit « Papa, je m'en fous, je la fais ». Parce que c'est vrai, en ce moment, on entend beaucoup d'infections autour de nous. Quand je dis autour de nous en Israël, il n'y a pas un jour où je ne sais pas, où j'entends pas quelqu'un qui s'est fait infecter, qui est infecté, etc. Bon, une fois de plus, beaucoup de cas bénins, mais malheureusement, je connais aussi des gens en réanimation. Quelqu'un dans le quartier, 51 ans, sans comorbidité, et puis voilà. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que chacun, plus on avance dans l'âge et plus on avance aussi dans le délai entre la deuxième et la troisième dose, plus je pense qu'il est logique de faire une troisième dose, de faire une dose de rappel. Les gens, soient plus jeunes, hésitent. Je veux dire, j'ai ma fille qui a, je prends une fois de plus, hein, mes cas personnels, une fille qui a 22 ans, elle sort pas, elle n'est pas exposée, etc., etc. Elle s'est fait vacciner au mois fin février. Elle m'a dit, écoute, papa, pour l'instant, voilà, j'attends encore un peu. J'ai dit avec aucun problème. Donc voilà, moi j'entends souvent des jeunes, on vient juste de l'ouvrir aux jeunes, des jeunes qui disent, écoute, moi je suis pas pressé, etc. Je comprends ça totalement. Dès qu'on passe un certain âge, ça, il faut le prendre en compte. Alors, j'ai une question de Gilles Besnénou que j'ai eu tout à l'heure au téléphone. Il m'a dit qu'il posera cette question à Cyril. Lui, il demande, il dit, bon, en France, on est en train de diminuer notre vague. Est-ce que ça vaut la peine, du coup, de faire la troisième dose? C'est une excellente question. Donc ça aussi, ça joue beaucoup, parce que nous, on est en pleine, donc on est monté quoi, avec cette quatrième vague, avec le Delta, etc. Je pense qu'en France, une fois de plus, lorsqu'on a une protection immunitaire au niveau de la population qui a été vaccinée plus tard, avec une vague entre guillemets qui baisse. J'entends souvent quelques-uns qui disent que le variant Delta est moins dangereux que le variant Alpha. Ça, on ne le pense pas du tout en Israël. On pense qu'il est moins dangereux ou moins problématique à cause de la vaccination. Mais la maladie, les pathologies que l'on voit chez des gens non vaccinés sont exactement les mêmes, et il y en a qui disent même un peu plus grave que ce qu'on a vu avec l'Alpha. Donc, une fois de plus, ça, on en revient à l'âge. Je pense que c'est une bonne chose que les plus de 65 ans, que vous ouvrez la vaccination justement aux plus de 65 ans en France, surtout quand il y a eu un délai, je ne sais pas quel délai vous avez mis en France, vous avez mis quoi, 6 mois? 6 mois, oui. 6 mois et plus de 65 ans, c'est ouvert aussi à toutes les personnes de moins de 65 ans qui ont des comorbidités. Des comorbidités. Hein. Ouais, voilà. Donc ça, je pense sincèrement, écoutez, vous n'êtes pas les seuls, on n'est pas les seuls. Les États-Unis vont le faire. Bon, il y a un petit, ils hésitent encore entre Moderna, Johnson & Johnson et Pfizer pour le 20 septembre. Normalement, ils doivent le faire. Ils vont peut-être repousser pour Moderna. C'est une réalité. Vous êtes pas, une fois de plus, on n'est pas les seuls. On s'en rend compte que même des gens, malheureusement, avec 2 doses, plus ils sont âgés, je repars à ce que j'ai dit au départ, peuvent être vulnérables. Moins que des non-vaccinés, mais plus que des gens qui auront fait leur 3e dose. Ça, on le voit, on commence à le voir aujourd'hui en Israël. Très bien. Il y a des questions sur la Jordanie. Cyril Cohen a fait une vidéo que là-dessus, donc on ne va pas en reparler. Si vous posez des questions, je le dis en 30 secondes. C'est totalement idiot de faire cette comparaison. Idiot et je ne sais pas ce que j'avais dit encore. C'est de mauvaise foi. C'est de la bêtise. On ne peut pas comparer un pays. Même si on a la même population, on ne peut pas comparer un pays où l'espérance de vie est de 10 ans de moins. Hein, je vous regardez cette vidéo, en Jordanie c'est 74 ans, donc c'est évident qu'ils ont moins de morts entre guillemets, qui pourraient avoir moins de morts qu'en Israël. Et ici, 84 ans, on a plus de personnes âgées en Israël. Une fois de plus, on a au total moins de morts. On a 7000 morts en Israël, malheureusement, et en Jordanie, ils en ont 10 000 ou 10 500. Il faut prendre aussi la vaccination. Lorsque nous, on était à peu près à
à 50% de vaccination, eux, ils étaient à 1%, ils ont vacciné un peu plus tard, une fois de plus. Je ne sais pas quelle est l'étendue de leur, etc. Donc, ces Ouais, comparaisons, vraiment, je ouais, mais t'enverrai, je crois que tu as le lien, oui, communique le lien si tu je l'ai veux. partagé sur mon Facebook personnel, mais Voilà, on pourra le mettre voilà, sur le Facebook du groupe. Et puis, j'imagine aussi qu'en fonction des pays, à quel moment ils ont la vague, évidemment, il n'y a pas d'étape non exactement, plus. Voilà. Et c'est vrai, bon, exactement, j'en parlerai tout à l'heure, mais si tu veux, on touche un problème quand même qui est important, qui est celui de l'interprétation des données. Et c'est quelque chose d'extrêmement exact, difficile. Et c'est vrai que quand aujourd'hui tous les médecins dans la médecine moderne se basent sur des hauts niveaux de preuves, sur des études dont justement toute la difficulté, c'est d'obtenir des populations qu'on compare qui ne présentent aucun billet. Et c'est ça qui est très exact. difficile à obtenir. Et c'est pour ça, quand on parle de faire des études en double aveugle, etc., etc., ça peut paraître superflu, mais c'est fondamental. Sinon, on ne sait pas de quoi Non, on non, mais parle. bien sûr, Voilà. c'est fondamental. Et même ces comparaisons, elles sont toujours, je veux dire, elles sont un peu, entre guillemets, bébêtes lorsque tu compares des pays qui n'ont rien à voir. Je veux dire, même si tu prends des pays, par exemple, je prends l'exemple de la Suède qu'on cite souvent. La Suède avec un truc comme à peu près 30%, 30 à 40% des foyers qui sont des foyers uniques, où il y a une seule personne. Comment tu veux comparer ça, par exemple, en Israël, où on a des familles de 10 gosses? Je veux dire, Oui. ce sont des choses quelquefois qui sont tu ne peux pas, on peut pas un truc. Alors, si tu veux comparer la Suède, eh ben, compare ça à la Norvège. En Suède, il y a 15 000 morts et en Norvège, il y a 700 morts ou un truc comme ça. Ou Oui. compare ça au Danemark, ou compare ça à la Finlande. Je veux dire, compare avec des pays qui ont la même mentalité, la même population, la même espérance de vie, les mêmes pratiques, les mêmes. Je veux dire, voilà. Donc, tout ça, toutes ces comparaisons, il faut se méfier. Alors, c'est vrai que, Cyril, avant que tu partes, j'ai quand même une autre question, parce que c'est un sujet que Vas-y, je vas-y, trouve assez vas-y. important. Et c'est vrai que moi, je trouve que c'est un sujet qu'on aborde assez peu aussi sur les médias, c'est celui de la contamination des vaccinés. C'est-à-dire que Oui, j'ai fait, il y a pas très longtemps, un post où j'ai comparé deux départements français oui, en oui. faisant une Un qui m'est constatation. cher. Voilà, en faisant l'Île-de-France où on était à 92% de vaccination des adultes et les Bouches-du-Rhône où on avait 70%, donc il y avait un delta de 20% et on voyait que les niveaux de circulation du virus étaient nettement plus élevés dans le sud. Et c'est quelque chose qu'on retrouve à peu près dans tous les pays aux États-Unis. C'est-à-dire que d'une façon générale, plus il y a de vaccinés, moins il y a de circulation de virus. C'est exact. C'est exact. Alors, C'est la exact. question que je voulais te poser, moi, c'est souvent, on a beaucoup de personnes qui disent à quoi ça sert de se vacciner, puisque les vaccinés peuvent être malades et ils peuvent contaminer. Donc, du coup, pourquoi on fait une différence? C'est une excellente question. Et à quoi ça sert de se vacciner si les vaccinés peuvent être contaminés et aussi eux contaminés eux-mêmes? Ce que l'on pense, une fois de plus, c'est que ça, ce sont deux choses qui dépendent, un des variants, deux de la période à laquelle tu as vacciné la population et combien de temps en fait cette population est vaccinée. Euh, il y a en fait la question biologique et il y a aussi, je crois, hein, je te le dis sincèrement parce que je pense que tu comprends aussi, il y a la question du pass sanitaire. Et la question qui est quelquefois, on te dit, ben, écoute, s'il n'y a aucune différence entre un vacciné et un non vacciné, alors pourquoi il y a le pass sanitaire, etc., etc. Donc je ne veux pas rentrer dans le côté politique. Je Oui, crois oui, que on la va rester question sur du pass l'aspect sanitaire, scientifique et médical. ouais, ouais, ouais. Non, non, voilà. Donc je dis ça en préambule. Je ne veux pas rentrer dans la question politique parce que la question du pass sanitaire est une question à laquelle je veux même pas, je veux dire, parce que c'est au-delà de mon domaine. Et je peux comprendre la frustration de certains, et puis je peux comprendre la frustration de certains qui veulent un pass sanitaire et d'autres qui ne veulent pas un pass sanitaire. Je rentre pas dans la question des libertés. On sait très bien que le sujet des libertés, lorsqu'on en vient à la santé publique, est un sujet qui est problématique. Et on l'a pas inventé ça en 2021 avec la Covid-19. Mais ça, il suffit de lire les livres d'histoire et de voir que cette histoire de santé publique d'un côté et de, entre guillemets, réduction
temporaire de certaines libertés, ce sont des sujets qui vont ensemble. Mais quand je regarde la biologie, l'immunologie, qui est mon domaine, ce dont on se rend compte, c'est que la vaccination, ça a été la grosse question. Est-ce que la vaccination est stérilisante? Est-ce que la vaccination, en fait, protège de la contamination et protège de la contagion? Les données qu'on a eues, et je pense que ça, c'est la chose que l'on avait vue en Israël, les données qu'on a eues juste après la vaccination, on pense que oui. On pense que oui. Avec le temps, on pense que cette propriété s'estompe. Ça, on pense aussi. Est-ce qu'on arrive au même niveau entre un vacciné et un non vacciné de contamination? On ne sait pas. Je vais vous donner 2 éléments de réponse. 3 éléments de réponse. Une étude de ce qu'on appelle la Mifkedet Alon, en fait, c'est le département de l'armée qui essaye de faire les enquêtes épidémiologiques en Israël, qui a fait une enquête épidémiologique dans la population et qui a montré qu'un non vacciné contamine 4-5 fois plus avec le Delta, il y a à peu près 1 mois et demi, qu'un vacciné. Je n'ai pas vu l'étude, je tiens à le dire aussi. Donc je ne sais pas quelle est sa validité, je ne sais pas exactement comment ils l'ont fait, mais ça c'est une des données qu'ils ont publiées dans les médias. D'un autre côté, on a l'étude du CDC, qui dit qu'avec le variant Delta, vacciné et non vacciné, on a pratiquement la même charge virale. Alors, est-ce que la charge virale est similaire au phénomène de contagion? On pense qu'il y a un lien peut-être, mais c'est pas comment dire ça en français, c'est pas direct, d'accord? Donc ça, les gens ont dit, écoutez, le CDC a publié, le CDC c'est le Center for Disease Control, le centre de contrôle des maladies aux États-Unis. S'il y a la même charge virale, ils contaminent pareil. Eh bien, il y a eu une étude en Allemagne qui a dit, ils ont la même charge virale, on l'a vu aussi, mais on ne voit pas le même taux de contamination. Il y a une autre chose apparemment qui rentre aussi en compte. Parce qu'il faut prendre en compte que, par exemple, les vaccinés peuvent être symptomatiques, mais pour une période peut-être, je dis peut-être, une fois de plus, on manque un peu d'études, plus courte qu'un non-vacciné. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que même si à un moment donné, tu as la même charge virale, sur le temps, tu contamines moins parce que tu as moins de virus à donner, tu es moins contagieux, tu es contagieux pendant moins de jours. Et donc tout ça, une fois de plus, ce sont des choses à laquelle on n'a pas entièrement toutes les réponses. Et il y avait encore une étude dont je voulais parler justement. Oui, une étude en Israël, excusez-moi, qui a été publiée il y a quelques jours, qui montre qu'avec la 3e dose, par exemple, la charge virale baisse comparée aux gens qui ne sont pas vaccinés ou aux gens qui ont été vaccinés avec 2 doses. C'est-à-dire que si on remonte l'immunité grâce à ce rappel, eh ben on serait peut-être, une fois de plus, s'il y a, je le dis, s'il y a lien direct entre charge virale et contagion, eh ben on serait moins contagieux. Donc une fois de plus, tout ça pour dire quoi? Ça va dépendre du variant, ça va dépendre de combien de doses on a reçues, ça va dépendre quand est-ce qu'on a reçu ces doses pour déterminer si on est plus contagieux ou moins contagieux. C'est du moins ce que l'on pense aujourd'hui. Est-ce qu'il y a également un élément dont on ne parle pas, c'est le R0, enfin le taux de contamination dans une population? Est-ce qu'une personne contaminée qui arrive dans un groupe où il n'y a que des vaccinés va en contaminer davantage que dans un groupe où il n'y a pas de vaccinés du tout? Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, moi, par exemple, j'ai le sentiment que actuellement, par exemple, dans les familles, quand il y en a eu le variant euh, anglais, lorsqu'il y avait une personne de contaminée, toute la famille était contaminée. Là, dans les familles qui sont vaccinées, on a des gens quand même, malgré la vaccination, sont contaminés. Il va y avoir qu'une personne ou 2 qui vont être contaminés. On le voit aussi ici en Israël. C'est pour ça, et ça revient à ce que l'étude qu'a fait en Israël la Mifkedet Alon. Pareil. J'ai le cas d'une collègue à ma femme au laboratoire. Ma femme est chercheure en maladies infectieuses. Donc, vous imaginez le type de discussion qu'on a à la maison. Et donc, sa collègue, le mari est positif, le bébé a été contaminé, et elle est avec son mari, elle est avec sa petite fille, rien
rien. Bon, ils sont tous, enfin, les parents sont vaccinés, mais elle a rien. Elle a rien. Donc, dans un cas de figure comme ça, j'avoue sincèrement, s'ils n'étaient pas vaccinés, à mon avis, il y a beaucoup de chances pour qu'elle aurait été positive. Oui, c'est ça. Mais là, donc on pense que pour certains, ça continue à protéger la vaccination, pour certains moins. Elle a été vaccinée un peu plus tard que son mari, etc., etc. Bon, très dur de faire des liens directs. Mais je crois que ce qui est important, hein, ce qu'on a à dire, et je sais que je l'ai dit, mais les gens ne le comprennent pas tout le temps quand je le dis, c'est qu'on s'oriente vers un scénario où on va être contaminé, la majorité d'entre nous, mais grâce à la vaccination, on sera protégé des formes graves. Et je pense qu'au bout du compte, l'immunité qu'on atteindra sera une immunité bimodale, une immunité conjuguée grâce à la vaccination et aussi à l'exposition naturelle. Je ne sais pas quel type de variants vont arriver. On parle déjà, une fois de plus, on a mentionné les variants. Est-ce qu'ils vont être plus dangereux? Est-ce qu'ils vont être plus contaminants? Est-ce qu'ils vont échapper plus au système immunitaire? On ne sait pas encore. Il faut aussi comprendre que lorsqu'on dit on ne sait pas, eh bien, on ne sait pas. Lorsque je fais une déclaration à l'antenne et que je dis on n'a pas suffisamment d'expérience à long terme avec l'efficacité des vaccins ARN, c'est la vérité. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Quand on dit on ne sait pas, ça veut dire que c'est mauvais. Ça veut juste dire que, excusez-moi pour le bruit, je suis dehors. Ça veut juste dire qu'on est en train d'apprendre. Alors, est-ce que les gens se sentent, on est des cobayes parce qu'on nous vaccine? Non, c'est pas ça. La FDA a donné, après avoir évalué toutes les données, a donné son autorisation totale. C'est plus conditionnel au vaccin pour les 2 premières doses. Donc ça, c'est déjà, je dirais, une chose qui est assez importante. Ça veut dire que on aurait préféré ne pas avoir de virus et ne pas avoir eu recours au vaccin. Mais maintenant qu'il y a ce virus, et ça on ne peut pas l'oublier, il y a 4,5 millions de morts dans le monde, il y a des centaines de millions de contaminations. La question aujourd'hui à se poser, c'est qu'est-ce que je fais pour empêcher cela? Alors, la toute dernière question, je suis désolé parce qu'il y a énormément de questions intéressantes. Avant la toute dernière question, une toute petite question pratique. Est-ce que la 3e dose, c'est Pfizer, Moderna? Est-ce qu'on peut switcher? Qu'est-ce qu'il y a une recommandation? Alors, en Israël, vous êtes que Pfizer, donc je ne sais pas si tu peux répondre. Ouais, écoute, en Israël, on est Pfizer. Et je sais qu'il y a eu des demandes peut-être aux États-Unis pour Moderna de donner une demi-dose. Pfizer, tu injectes à 4 microgrammes, et Moderna, c'est une dose qui est plus forte, une dose de 100 microgrammes. Et pour le rappel, il y a eu attends, 30 secondes. Ouais. Il y a eu des demandes comme quoi on pourrait réduire ça au lieu de 100 à 50. Je ne sais pas où ils en sont de leur décision. Je crois que aussi la haute autorité de française en France, la haute autorité de santé, excuse-moi, en France, devra décider une fois de plus. Switcher, moi je vois pas trop de problème entre switcher entre Moderna et Pfizer. C'est plus ou moins le même type de vaccin. Je sais qu'il y a aussi il y en a beaucoup qui parlent, si tu as fait un AstraZeneca, ton rappel, tu le feras quand même Pfizer, vaccin qui est un peu plus sûr, etc., etc. Ce sont des vaccins qui sont plus ou moins efficaces. Je ne sais pas dire aujourd'hui qui sera, je dirais, le vaccin ultime, etc., ou est-ce qu'il y a un schéma vaccinal qui est préféré? Si on m'avait donné Moderna, parce qu'on vaccine aussi à Moderna, si on m'avait donné Moderna, j'aurais fait Moderna, et puis bon, là, il y avait Pfizer, j'ai fait Pfizer. Moi, j'aurais tendance à refaire le même, en tout cas, ce qui me concerne, je fais le même. Voilà. Mais... Non, bon, on reste avec les amis qu'on connaît, quoi. Voilà. Oui, puis il n'y a pas d'études. Alors, juste la toute dernière question, c'est vraiment la dernière. C'est sur les 2 Non, ça fait beaucoup de dernières questions, mais je le fais avec plaisir. Non, mais voilà. Alors, la dernière, sur les traitements. Alors, juste une intro, parce que quand même, souvent, on nous pose la question. Traitements, écoute. Alors, on nous dit les traitements, il y a quelqu'un qui nous dit quand est-ce qu'on aura 2 comprimés et puis on n'en parlera plus. Je pense qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre que le vaccin, c'est un traitement. Et c'est un traitement qui est quand même super efficace puisqu'il empêche les formes graves. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, mais aujourd'hui, les recherches des traitements, elles vont plus pour les gens qui ont qui ont le Covid et d'éviter de passer en réanimation. Donc, aujourd'hui, en Israël, avec 2 produits dont on parle beaucoup,
J'aimerais que tu nous en dises quelques mots. Le Mésencure et l'Exo-CD24. Très bien. Donc en fait, les traitements, comme tu le dis, le vaccin, mieux vaut prévenir que guérir. Ça, c'est évident. D'accord. C'est pour ça que les vaccins, aujourd'hui, ils représentent notre meilleure arme, mais ce n'est pas l'arme ultime, parce que comme vous l'avez bien compris, le vaccin n'est pas efficace à 100%. Ça dépend du cas de figure, évidemment. C'est sûr que si on avait parlé au mois de mai, les vaccins étaient très, très forts, etc., etc. On va voir ce qui va arriver avec cette troisième dose, combien de personnes vont se faire vacciner en Israël, etc., etc., et dans quel état on sera d'ici un mois et demi. Et donc, c'est pour ça qu'il faut des traitements. Donc, Israël travaille sur plusieurs traitements, ce n'est pas un secret. Les traitements sont, en général, il y a deux types de traitements, soit un traitement justement qui est antiviral, pour stopper le virus, par exemple les anticorps monoclonaux, le Regeneron, etc., qui doit être administré évidemment pour les patients à risque, mais très très tôt, parce que lorsqu'on arrive en état grave, ça ne sert plus à rien, pratiquement le Regeneron. Comment vous l'appelez en français? Prève, Ronprève, comment tu sais les anticorps Régénéron. monoclonaux, comment vous les... Ouais, vous l'appelez Régénéron parce Ouais, que je je crois qu'il y pense. avait Ronprève, je sais pas, il y avait un autre nom que j'ai vu. Bon, et il reste alors maintenant les traitements symptomatiques. En fait, dans les états graves de la Covid-19, ça tu peux l'expliquer beaucoup mieux que moi, on arrive à une surinflammation au niveau un état inflammatoire assez grave qui cause ce qu'on appelle entre guillemets un orage cytokinique, un déferlement de la réponse immunitaire, des fluides qui se déversent dans les poumons, etc. Et le patient s'asphyxie, n'arrive plus à respirer. La réponse immunitaire qui est déréglée détruit en fait ses poumons et sa capacité respiratoire. Donc il faut en fait réduire l'inflammation. Donc il faut entre guillemets des anti-inflammatoires. Qu'est-ce qu'on donne? Quelles sont une des sortes des anti-inflammatoires pas chers, d'accord, sans complot des compagnies qu'on donne aujourd'hui depuis l'étude Recovery que le Royaume-Uni a fait, c'est les stéroïdes, la dexaméthasone. C'est connu, ça marche, ça aide à sauver des vies. Un tiers, je crois, ça réduit de 50% les respirateurs et de 30% les morts. Je veux dire, c'est un truc qui a sauvé énormément de vies et qui coûte rien. Mais une fois de plus, c'est pas encore suffisant. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste d'autres traitements qui sont entre guillemets prometteurs, qui sont développés un peu partout dans le monde. Par exemple, l'Exo-CD24, qui, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un traitement qui est, je dirais, plus ou moins cellulaire, où on prend des exosomes, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce sont des petits bouts de cellules sur lesquels on a introduit une molécule qui s'appelle le CD24. C'est pour ça que ça s'appelle ExoCD24 et qui ont une propriété anti-inflammatoire. À la base, c'était contre le cancer, etc. C'est un médicament qui est donné en inhalation pendant 5 jours, qui a été développé à l'hôpital Ichilov par le professeur Nadir Arber, donné pendant 5 jours, et sur des petits échantillons de patients, ça a donné d'excellents résultats. Maintenant, c'est étendu, ils finissent la phase 2 aussi en Grèce, plus phase 3, et aussi Mésencure, j'y arrive, et on attend les résultats de la phase 3, on espère que d'ici la fin de l'année, on aura des résultats concluants. On ne peut pas, pour les vaccins, ça a été fait, de toutes les façons, il y a eu des essais cliniques aussi jusqu'en phase 3, on ne peut pas, malheureusement, donner de traitement sans finir. On fait on le donne aux gens dans les essais cliniques, mais de manière générale, on veut avoir tous les résultats possibles le plus rapidement possible. Quelquefois, on fait des raccourcis, mais là, pour l'instant, voilà, l'ExoCD24 avance et avance bien. On va voir ce que ça va donner. Le deuxième médicament, Mésencure, ce sont des cellules souches. On sait que les cellules souches ont des propriétés anti-inflammatoires, des propriétés de rééquilibrage, si je peux m'exprimer comme ça, du système immunitaire. Et donc voilà, ce sont des injections de ces cellules qui sont développées dans un laboratoire à Haïfa, qui s'appelle Bio Bonus Group, et qui à la base, une fois de plus, c'était développé pour d'autres choses, pour les os, les ostéoclastes. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. On donne ces cellules, elles ont apparemment un potentiel
je dirais, ça Équilibration. calme la réponse immunitaire, voilà, d'équilibre. Donc, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on sait. Il y a d'autres traitements qui sont développés dans le monde. Israël, on n'est pas les seuls, travaille vite, mais quand on dit Israël, c'est évidemment, c'est des groupes privés, ce sont des laboratoires privés, etc., etc. Et il nous faudra des traitements, et on est pour les traitements. Même si on est pour les vaccins, ça ne veut pas dire qu'on est contre les traitements, et vice-versa. Alors c'est vrai Le qu'on a, but, c'est de on a sauver des vies. on a beaucoup de personnes qui comprennent pas que si les traitements marchent, ces traitements, pourquoi ils sont pas développés plus vite, pourquoi on les donne pas tout de suite. Alors je pense tu as dit qu'il y avait des problèmes de règles d'essais cliniques. J'imagine aussi qu'il y a des problèmes de production, parce que là c'est une production expérimentale. C'est une production expérimentale. Il faut évidemment passer le cap. Tu sais, on parle de petites startups qui ont fait ça, tu sais, sur 3 patients, 4 patients, 5 patients, tu vois, comme ça, en étude. Une fois de plus, je fais partie de comités qui approuvent ces traitements. Je promets à tous ceux qui nous écoutent qu'on fait tout pour que, si ces traitements marchent, arrivent rapidement. Mais une fois de plus, il y a une question de capacité de production et il est possible, juste je donne, que les gens comprennent. Si par exemple, j'ai des stéroïdes, d'accord, qui marchent à, on va dire, 60%, d'accord, et qui coûtent 3 fois rien, et qu'à côté j'ai un traitement, je ne sais pas lequel, on va l'appeler le traitement X, qui donne 70%, mais qui coûte 10 Horriblement 000 cher. fois plus. Voilà, non, alors, je veux dire, quelquefois, au niveau de la production, au niveau machin, on va dire, ben, on va préférer les stéroïdes, ça sera plus rapide, on va pouvoir le distribuer plus rapidement, on va pouvoir le produire plus rapidement, etc. Et donc, à ce moment-là, on va dire, ben, écoutez, ce traitement, il est sympa, il marche, machin et trop, entre guillemets, mais, je veux dire, au niveau de sa production et tout, je veux dire, si on commence à le produire, on perdra du temps, ça qu'on est... Donc voilà, une fois de plus, moi, je veux des traitements et je veux que tous ces traitements réussissent et je veux qu'on se débarrasse de ce virus. C'est juste que je suis réaliste et Bon, mais je crois que et que voilà, quoi. ça peut être le souhait qu'on peut faire pour cette nouvelle année. Alors je pense que ça peut être une bonne Bien conclusion. sûr. Voilà, bon, écoute Cyril, tu restais beaucoup plus longtemps que prévu, comme chaque fois. Ouais, Des explications vraiment extrêmement intéressantes, parce que justement, ce sont des explications que souvent on n'a pas le temps de donner sur les interviews, sur les chaînes de télévision. Et ça me semble fondamental pour que les gens comprennent qu'on n'est pas dans des raccourcis et qu'il y a vraiment beaucoup de travail, beaucoup de recherche, de compréhension, et que nous aussi, on se pose beaucoup de questions en permanence. bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et puis, il faut comprendre qu'on ne sait pas tout. Et lorsque quelqu'un, un médecin comme toi ou un chercheur comme moi, si on dit on ne sait pas, c'est vraiment parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne veut pas induire en erreur. Mais il faut aussi comprendre que malheureusement, je crois que les gens attendent beaucoup de la science et de la médecine. Je crois qu'on a eu en un an l'apparition de ces vaccins qui sauvent des vies, qui continuent à sauver des vies. Je n'ose pas penser où on serait aujourd'hui en Israël sans ces vaccins, sincèrement. Et le monde travaille, et les chercheurs travaillent, et chacun à son niveau travaille, et les médecins travaillent. Et de là, vraiment, j'ai une pensée à tous les urgentistes, et tous les infirmiers et infirmières, et les médecins, je dirais, qui se battent chaque jour. Je crois qu'on essaye tous de faire notre maximum, et que ce soit même au niveau de la prévention et des explications, que les gens comprennent qu'on a affaire à une maladie qui est dangereuse, potentiellement dangereuse et grave, et que chacun est responsable. Lorsque quelqu'un me dit, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Je dis, tu sais, il suffit de mettre ton masque, il suffit d'éviter, je veux dire, de garder la distanciation sociale et l'hygiène. C'est énorme pour les gens qui, au bout de la ligne, se retrouvent à l'hôpital à essayer de sauver des vies. Donc ça, on a chacun notre rôle à jouer. Et donc, sur ces mots, eh ben, je vais souhaiter à tout le monde beaucoup de santé. Et pour ceux qui célébreront demain soir une bonne année, une Shana Tova, qui soit pleine de santé, pleine de bonheur pour tout le monde, et que on puisse vraiment, j'espère qu'on puisse l'année prochaine pour nous, hein, pour tout le monde évidemment, qu'on puisse dire, eh ben, qu'on aura gagné encore une bataille dans cette guerre qui risque de prendre beaucoup de temps, mais il faut rester positif, ça c'est tellement important, et prendre conscience de notre responsabilité personnelle. Voilà, alors j'embrasse tout le monde et je souhaite vraiment que du bon pour tout le monde, vacciné, non vacciné, pro-pass, anti-pass, ce que vous voulez, parce que comme vous le dites, ensemble, comment vous le dites, ensemble nous Ensemble, sommes plus on forts. est plus fort.
Ben voilà, ben je crois que c'est comme ça qu'il faut Exactement, être ensemble. ce sera le mot de la fin. Shana Tova à tout le monde. Shana D'accord. Tova à toi, à ta famille et à tout le monde en Israël également. Merci, merci, au On vous revoir. dit au revoir et puis bah, vous retrouverez, je pense, Gilles la semaine prochaine. Et à très bientôt. On n'a pas pu traiter tous les sujets, mais on fera d'autres émissions. Merci beaucoup, Cyril. Au revoir, au revoir.